Bootstrap nous met à disposition des utilities, ou sortes de petits outils qui nous permettent de gérer beaucoup de choses, comme par exemple les overflows, les floats, les positions, etc. etc. Parmi ces utilitaires, ces fonctionnalités, on retrouve par exemple le système de margin et de padding, qui est très bien fait en Bootstrap et très simple. Comment est-ce qu'il fonctionne? On va aller voir un petit peu la documentation. On va aller dans Utilities, et vous allez retrouver la section Spacing. Et ici, on va retrouver tout le système de margin et de padding de Bootstrap. Alors on voit qu'il y a une classe pour ça. Le M va représenter les margins, le P les paddings, et ici on va avoir une lettre qui va suivre après soit le M et le P, T pour désigner les margin top ou les padding top, le B pour les margin bottom et padding bottom, etc., etc. Ici on va retrouver aussi X et Y pour les positions verticales ou horizontales. Est-ce qu'on voudra mettre des margins verticales ou horizontales? D'accord? On pourra évidemment faire les deux si on précise aucune lettre après le M, mais simplement une valeur. D'ailleurs, valeurs qui iront de 0 à 5 et qui implémenteront des rem. On va voir ça tout de suite. On pourra également mettre nos marges en auto dans le cas où on veut centrer horizontalement nos éléments. Prenons le code et commençons un petit peu à coder. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une structure HTML classique. J'ai récupéré le style de Bootstrap. J'ai lié mon HTML à ma feuille de style. Et j'ai tout simplement pour l'instant mis en place la classe container. On va venir ici. Je vais mettre un petit titre. Et on va parler de margin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une petite classe row, comme d'habitude. On va mettre un élément à l'intérieur, on va peut-être même plusieurs. On va mettre element1, et on va en mettre 2. Voilà, comme ceci. J'ai toujours gardé le même style au niveau du style.css, la classe border et la classe row, pour avoir un petit peu de style sur ma page. On rajoute la classe border, comme ceci. Et je vais aller voir un petit peu le rendu. Ok. Hop, super. Super. Imaginez que par exemple, je voulais rajouter une marge. Comment est-ce que je pourrais faire? Eh bien, j'ai juste à utiliser la classe M. Et là, si je mets par exemple 5, eh bien là, je suis en train de dire que je veux une margin à 5. Autant sur le top que le bottom, que le left que le right. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait ça sur ma div. Hop, ça m'a forcément décalé mon élément bloc. Pourquoi? Parce que regardez maintenant, si je survole l'élément, eh bien j'ai des marges partout. En haut, à droite, en bas, à gauche. Alors peut-être que moi, j'aurais voulu des marges que sur le dessus. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, on va faire mt5. Et là, je précise que je veux juste des margins top pour une valeur de 5. Je recharge, et regardez, si je survole mon élément, ici, j'ai bien des margins juste au-dessus. Alors, que représente le 5? Eh bien, comme le dit la documentation, ça représentera 3 rem. On retrouvait ces valeurs-là juste ici. Je vais retourner un petit peu dans mon code. Évidemment, vous l'aurez compris, si j'avais voulu mettre une margin right, eh bien, j'aurais mis mr, d'accord? Et j'aurais pu préciser des valeurs de 0 à 5. Là, si je mets 3, eh bien, je vais avoir une margin right de 3. On va aller voir ça tout de suite. Je recharge, et si je regarde bien, hop, j'ai bien ici une margin right de 3 qui correspond à un rem. Pour les paddings, ça va être sensiblement la même chose. Je vais remettre un petit titre. On va mettre padding, hop, comme ceci. Je fais un petit copier-coller. Et là, si je mets pt de 5, eh bien forcément, ça va me faire un padding top de 5. Je reviens ici, je recharge. Et regardez bien, à l'intérieur de mon composant, de mon élément row, eh bien j'ai bien un padding en vert ici de 3 rem. Évidemment, si j'avais pas mis top et que j'avais mis P5, j'aurais eu un padding de 5, donc de 3 rem, en haut, à droite, en bas et à gauche. Et du coup, mon élément, il est centré, au milieu de son parent. Donc plutôt simple à implémenter, les margins et les paddings. On a des classes pour ça. Essayons d'aller un petit peu plus loin. Bien qu'on ait vu les flex pour gérer le positionnement et l'espace entre mes éléments, eh bien, par exemple, je pourrais avoir une classe row, comme ceci, et je dirais que, je sais pas, moi, elle fait la moitié de ma page. Ok, super. Je vais avoir un élément à l'intérieur qu'on pourrait appeler call. Je vais lui mettre la classe border pour qu'on voit un petit peu où est-ce qu'il apparaît. Et là, je pourrais mettre mxauto. On va avoir une nouvelle classe. On va se mettre un petit h2 pour ça. Et on va voir un peu mxauto. Alors, qu'est-ce qui se passe si ici, je viens et que je mets mxauto?
On va aller voir un petit peu. Je reviens sur le navigateur, je recharge, et regardez ce que ça m'a fait. Eh bien, ça m'a tout simplement centré mon élément. Moi, j'ai dit qu'il faisait la moitié de la page, enfin plutôt de son parent, d'accord? Son parent, c'est container, rappelez-vous. Donc, il va faire la moitié 6 colonnes, donc la moitié de 1140 pixels. Attention, parce que les colonnes sont exprimées en pourcentage, donc ça dépend de là où vous vous trouvez dans la page. Là, en l'occurrence, on est déjà dans la classe container, donc ça fera 6 colonnes, la moitié de container, qui lui-même fait 1140 pixels. Et ce que j'ai dit avec MX Auto, eh ben, c'est que je faisais tout simplement un margin left auto et un margin right auto. Donc il a centré mon contenu dans container. On retrouve également d'autres classes, comme par exemple MY. À chaque fois, on va se mettre une petite structure. Voilà, hop, comme ceci. MY. Là, on va mettre MY. Et on verra un peu à quoi ça correspond. Pour l'instant, on ne va rien mettre. On retrouve aussi MX. On verra un peu à quoi ça correspond. PX. Et vous l'aurez compris, PY. Je vais venir ici, je vais mettre PY. Hop, comme ceci. Super. Alors, à quoi ça correspond? Bon, on va venir ici, on va commencer par MY. On va venir ici, on va faire MY 5. Là, on fera MX 5. Là, on fera PX 5. Et finalement, on fera PY5. Y5. Et allons voir un petit peu ce que ça fait tout ça. Je vais venir ici, je recharge. Ici, j'avais mis MY5. Donc, je reviens là. Et regardez ce que ça m'a fait. Eh bien, ça m'a tout simplement fait un margin bottom et un margin top de 3 rem. Donc, ça a tout simplement fait une margin verticale. Si je descends un petit peu, MX, regardez ce que ça m'a fait. Ça m'a fait des marges à l'horizontale. Ça m'a fait un margin right de 3 rem et un margin left de 3 rem. Ça va être le même principe pour les paddings. Ici, ça m'a fait un padding left de 3 rem et un padding right de 3 rem parce que j'ai fait PX à l'horizontale. Et pour PY, ça m'a fait un padding bottom et un padding top de 3 rem, tout simplement. Donc ce sont des petits raccourcis qu'on peut utiliser pour gérer les paddings verticalement ou horizontalement. Imaginez maintenant que je souhaitais appliquer certaines margins et certaines paddings en fonction du device de l'appareil sur lequel je suis, et donc en fonction de la taille de l'écran de mon appareil. Comment est-ce que je fais ça? On va retourner un petit peu dans la documentation. Alors je ne sais plus si c'est plus haut ou plus bas, on va chercher. Voilà, juste ici. Nous, on a vu qu'on pouvait affecter une propriété, qu'on pouvait dire si c'était en bas, en haut, à droite, etc., la taille, mais on peut aussi préciser le breakpoint. Alors, c'est quoi le breakpoint? Eh bien, c'est tout simplement à qui je veux faire appliquer ce margin ou ce padding. En l'occurrence, est-ce que j'ai envie de le faire pour les petits écrans, les moyens écrans, les grands écrans, etc., etc., etc. Alors, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, on voit ça tout de suite. On revient dans le code. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer hop, un nouvel élément. Ici, on pourrait mettre un H2 qui dit responsive, par exemple. Et ce que je pourrais faire, par exemple, c'est mettre une margin top pour qui? Par exemple, pour les écrans moyens, par exemple. Et moi, je veux mettre 5. Et peut-être que j'aurais envie d'en mettre un peu moins pour les écrans petits. Et encore un peu moins pour les tout petits écrans. Allons voir un petit peu si ça a fonctionné. Je vais retourner dans le navigateur. Je vais recharger. Hop, je viens ici. Et là, je vois quoi? Je vois que pour l'instant, j'ai une margin de 3. De 3 rem. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai dit qu'à partir des écrans moyens, moi, je voulais une valeur de 5, donc de 3 rem. On va essayer de diminuer un petit peu. Rappelez-vous, si on regarde un petit peu le layout, là, on a responsive. Rappelez-vous, alors on va aller dans le gris plutôt. Hop, rappelez-vous, MD, ça correspond à 768 pixels.
Donc normalement, si je suis inférieur à 768 pixels, qu'est-ce que je devrais avoir comme margin? Eh bien, je devrais avoir une margin de 3. Et ensuite, pour vraiment les petits appareils, je devrais avoir une margin de 1. Allons voir un petit peu si ça fonctionne. Je vais réduire, je vais aller en dessous de 768 pixels. Ok, là je suis en dessous. Allons voir si notre margin elle a bougé. Et là je vois quoi? Je vois que maintenant c'est le SM qui est appliqué. Et j'ai un margin top. Un margin... Ouais, on avait mis un margin top, ouais. J'ai un margin top de 1. Alors qu'avant, quand j'étais plus grand, j'avais un margin top de 3. Donc j'ai bien appliqué un margin en fonction du device, de l'appareil sur lequel j'étais, et surtout en fonction de la taille de l'écran de mon appareil. Et si je réduis encore un petit peu et que je vais vers des écrans beaucoup plus petits, nous on avait défini MT1. Donc normalement je devrais avoir un margin top de 1. C'est exactement ce qui s'est passé. Regardez, maintenant je suis affilié à la classe MT1 et mon margin top il est de 0,25 rem. Super, ça a fonctionné. Alors évidemment ce sera le même principe avec les paddings. Ici j'aurai juste à mettre un P. Et ça fera effectivement la même chose pour les paddings. On peut aller tester. Je reviens ici. Hop, j'inspecte. Je vois bien qu'ici, j'ai un padding top de 3. Si je réduis encore un petit peu en dessous de 768, maintenant j'ai un margin top, j'ai un padding top de 1 rem. Et si je réduis encore, j'ai un padding top de 1 là, et ça équivaut à 0,25 rem. Donc c'est le même principe, ça a fonctionné. Donc là, on a pu lier le responsive web design et les margins et les paddings de notre page web. Dernière chose que je souhaitais vous montrer concernant les margins et les paddings en Bootstrap, on va créer un nouvel élément, un nouveau titre, et on va l'appeler No Gutters. Et on va voir un petit peu ce que c'est. Je vais créer une classe row, comme ceci. À l'intérieur, je sais pas, moi je pourrais avoir deux éléments. On va mettre call sm, je sais pas moi, 4, peu importe. Là, je vais mettre element1. Je vais en créer un deuxième. Hop, comme ceci. On va l'appeler element2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer à ma classe row le noGutters. On va voir un petit peu ce que ça a fait. Donc, je vais juste rajouter à chaque fois la classe border. J'espère l'avoir oublié nulle part avant. Ça a l'air pas mal. Je vais revenir ici. Je recharge. Et regardez ce qui s'est passé. Normalement, avec les rows, je suis censé avoir des margins négatives. Alors, je ne suis pas dans le bon endroit. Hop, c'est ici. Voilà. Le noGutters, regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a mis une margin right et une margin left à 0. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève ça? Mais vous voyez, j'ai pas tout à fait le même display. D'accord? Mon élément, il est légèrement plus petit quand j'ai un noGutters. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la classe row, j'ai des marges négatives à moins 15 pixels. Donc, dans le cas où vous ne voulez pas avoir ces marges négatives, eh bien, on a une petite classe qui est prête à l'emploi pour ça. Et c'est la classe noGutters. Donc, ce n'est pas forcément une classe que moi j'utilise souvent quand je code en Bootstrap, mais en tout cas, si ça vous gêne d'avoir des marges négatives au niveau de vos rows, sachez qu'il y a une petite solution et c'est cette classe-là. Parfois, on a envie de faire des décalages avec nos éléments et on n'a pas forcément envie d'utiliser les margins et les paddings. Et pour ça, on a une classe qui est plutôt intéressante, ce sont les offsets. Alors, à quoi ça consiste d'utiliser un offset? C'est pas très compliqué, c'est juste un décalage en fait en termes de colonnes. Je m'explique. On va mettre en place une classe row, comme ceci. Et à l'intérieur, je sais pas, je pourrais mettre un call 4 par exemple. Je vais remettre ma classe border. Ça va être mon élément, my element. Imaginez que, là si je regarde mon code, voilà, j'ai quelque chose de classique. Alors on va juste mettre un titre par contre pour qu'on puisse s'y retrouver. On va mettre hop, offset comme ceci, au pluriel. Hop. Donc là, j'ai un élément classique. J'ai mis en place une classe row. À l'intérieur, j'ai quoi? J'ai un élément. J'ai dit qu'il prenait 4 colonnes sur 12. Donc un tiers de ma page. D'accord? Mais imaginez que moi, je voulais le décaler de 2 colonnes. D'accord? J'ai pas envie qu'il soit collé à la classe row, à la bordure rouge. Moi, j'ai envie de le décaler un petit peu. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Eh bien, grâce à la classe offset. Et c'est pas très compliqué, je vais pouvoir faire un offset comme ceci et préciser que moi, je veux décaler mon contenu, mon élément, de 2 colonnes. Si je fais ça, regardez, maintenant, ça prend la moitié de la page. Pourquoi? Parce que j'ai un décalage de 2 colonnes et mon élément, il fait 4 colonnes. Donc 4 plus 2, ça fait bien 6. Donc là, mon élément, il arrive à la moitié de ma page. Donc ça peut être pratique parfois quand on a envie de placer un peu les éléments de cette façon, de les décaler un petit peu.
ça peut être beaucoup plus pratique que de gérer des marges avec des REM par exemple. Par contre, parfois on a besoin de décaler les éléments, mais que sur certains appareils. Et oui, on n'a pas le même rendu sur un smartphone que sur un écran très large. Imaginons par exemple que je voulais décaler cet élément-là que sur les écrans larges. Comment est-ce que je pourrais faire? On va retourner dans le code comme ceci. On va faire un petit copier-coller. Et ce que je pourrais faire, c'est préciser, juste après le offset, un préfixe, LG. Et là, ce que je vais dire, c'est que mon décalage, je vais le faire que sur les écrans larges. Donc si je reviens ici et que je charge la page, là, effectivement, ça fonctionne. Pourtant, je suis sur un écran plus que large, je suis sur un écran XL. Oui, sauf que là, en disant que je faisais un offset LG2, je suis en train de préciser qu'à partir des grands écrans, je ferai un décalage de 2. D'accord? Donc ça veut dire que des écrans larges aux écrans très larges, j'aurai un décalage de 2 colonnes. Par contre, si je viens et que je réduis la page, regardez, hop, j'ai plus d'offset. Pourquoi? Parce que là, maintenant, je fais moins de... Alors, j'ai plus le chiffre en tête. Je fais moins de 992 pixels. Du coup, je rentre plus dans la catégorie des écrans larges et du coup, mon offset disparaît. Si je réagrandis mon écran, hop, mon offset réapparaît. Alors évidemment, là, j'ai fait ça pour les écrans larges, mais je pourrais définir différents offsets pour différents appareils. Par exemple, je pourrais dire que j'ai un offset, je sais pas moi, de 1 pour les tout petits écrans, un offset de 3 pour les écrans petits, les smartphones, pourquoi pas un offset de 4 pour les écrans moyens, et on va mettre un offset, je sais pas, de 6 à partir des écrans larges. Voyons un petit peu ce qui se passe. J'espère que j'ai rien oublié. Offset 1, offset SM3. Ok, super. Je reviens dans le code. Alors, on a fait un offset de 6. Ouais, c'est ça. Là, on a 6 colonnes de décalé vers la droite. Lui, il fait bien 4 colonnes. Donc, 6 plus 4, ça fait 10. Donc là, il reste un espace de 2 colonnes. D'accord? Si je réduis la page, si je l'augmente, pardon, là, on voit que ça ne change pas. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'à partir des écrans larges, j'avais un offset de 6. De 6 colonnes, donc un décalage vers la droite de 6 colonnes. Si je réduis par contre mon écran et que je fais moins de 992, regardez ce qui va se passer, je réduis, hop, donc là je suis à 958, le offset, il a changé. Maintenant j'ai un offset de 4. Si je viens ici et que je regarde un peu ce qui se passe à l'intérieur, voilà, j'ai bien un offset de 4, d'accord? Si je réduis encore, je vais vers les petits écrans de smartphone. Si j'inspecte, alors, il faudrait que là, c'est un peu petit l'écran. On va essayer de s'y retrouver. Voilà, comme ça. Je vois bien que j'ai un SM3. Pourquoi? Parce que moi, j'ai précisé SM3. Et si je réduis encore la page, j'aurai un décalage d'une seule colonne. Comme ceci. Super, ça fonctionne. Donc, ça peut être plutôt pratique, surtout quand on fait du layout, de la mise en page. Souvent, on a besoin de décaler, positionner nos éléments. Donc, plutôt que de faire ça avec des margins ou gérer les tailles à la colonne près, parfois, ça peut être pratique de décaler, en termes de colonnes, vers la droite, nos éléments. C'en est tout pour cette partie concernant les marges internes et externes. J'espère que ça a été clair pour vous. En tout cas, pas mal de petites classes pratiques et simples à utiliser pour gérer les marges internes et externes, d'accord? On a vu ensemble comment mettre en place ce genre de marge, comment centrer un petit peu notre contenu. On avait des petits raccourcis pour appliquer des marges en haut, en bas ou à droite et à gauche. Et surtout, on a pu revenir un peu sur le responsive et gérer l'application de certaines marges sur certains devices, certains appareils en fonction de la taille de leur écran. Le offset est plutôt pratique pour décaler des composants vers la droite en termes de colonnes. Donc ça en est tout pour ce chapitre sur les marges et les paddings. Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur les utilities, les outils fonctionnels un petit peu, là, les petites fonctionnalités qui sont proposées par Bootstrap. En plus, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Mais il est temps maintenant de voir un peu les composants Bootstrap que l'on peut implémenter dans notre page HTML.